Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour madame. Vous êtes le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité que vous avez dirigée dès 2001. Cela fait donc 17 ans que, en parallèle de vos travaux d'astrophysicien, vous défendez la biodiversité, une passion qui date d'une 40aine d'années et qui est née, dites-vous, assis sur un banc, face à un étang, dans votre maison, en Bourgogne, dans le centre de la France. Oui, j'ai eu beaucoup l'occasion sur ce fameux banc, justement, de réfléchir à toute cette question, de m'interroger, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, quel est notre avenir, et tout ça. C'est des préoccupations. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je suis inquiet de savoir quel sera l'état de cette planète dans 50 ans. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus, sans doute. Mais eux, il y en a qui ont 3-4 ans. Ils ont toutes les chances. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète? On ne peut pas répondre à cette question parce que l'avenir est inconnu. Mais il faut faire en sorte, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle reste habitable et agréable. Parce que vous dites que même au niveau de votre petit étang, vous avez vu des changements. Ah oui, tout à fait. C'est une maison de campagne que nous avons en Bourgogne depuis une 40aine d'années. Et effectivement, je me souviens quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'hirondelles qui tournaient le soir autour de cet étang. Maintenant, quand je vois une hirondelle, j'ai de la chance. Nous avons un arbre à papillons. C'est un arbre que les papillons adorent. Eh bien, quand nous sommes arrivés, il y avait 10 variétés de papillons qui tournaient autour par les belles journées d'été, quand il faisait chaud. Maintenant, on en a 1 ou 2. On le voit devant nous. On voyait beaucoup de libellules, on voyait beaucoup d'éléments. On l'a vu sous nos yeux et tout le monde, je pense, a pu constater, s'il a un certain âge, que c'est à l'échelle de notre vie que les transformations se font et que les transformations se font généralement, pas toujours, mais généralement dans un mauvais sens, plutôt une détérioration qu'une amélioration. Alors dans votre documentaire, il y a plusieurs spécialistes qui démontrent à quel point les liens entre les êtres vivants sont intimes. Je vous propose d'en avoir un aperçu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, qui s'appelle le botaniste Francis Allais. Il nous parle du langage des arbres. Très bien. Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. Et donc, voilà, c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. On s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud, mais maintenant on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud, c'est pareil chez nous. Alors ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines, ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres.
Le botaniste Francis Allais dans C'est pas du vent sur RFI. Hubert Reeves, donc les arbres communiquent entre eux par l'air et sous terre. Oui, ça c'est une chose dont on prend conscience, c'est qu'on a toujours considéré dans le passé que les humains, c'était ce qu'il y avait de mieux, et que les animaux, on doit les asservir, les mettre à notre service. On s'aperçoit aujourd'hui que cette attitude dominatrice de l'humanité est une attitude qui amène à la catastrophe. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui comment nous sommes en train, avec nos œuvres, nos activités, de détériorer tout ce bénéfice que la vie nous apporte. Par exemple, les vers de terre, les abeilles, c'est des choses, on se rend compte que ça nous est essentiel. Si on élimine les vers de terre, on stérilise les sols. Si on stérilise les sols, on n'a plus de nourriture. Donc nous sommes dépendants de toute une partie de la nature qu'on a détériorée allègrement pour le profit à court terme, justement. Et cette prise de conscience se manifeste, ce texte de Francis Allais, je pense, est tout à fait dans l'esprit de la période, se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres et les meilleurs de la Terre. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres, une espèce qui a besoin de s'intégrer dans un écosystème, que si elle détruit son écosystème, elle disparaîtra elle-même. C'est ça la leçon qui amène tous ces nouvelles connaissances scientifiques, de ces merveilles que sont par exemple les arbres qui communiquent entre eux, les oiseaux migrateurs qui retrouvent leur grange, les hirondelles qui retrouvent leur grange après un voyage de 10 000 kilomètres. C'est des choses qui nous dépassent. On s'aperçoit que nous sommes une espèce très intelligente et c'est précisément un de nos problèmes. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour madame. Vous êtes le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité que vous avez dirigée dès 2001. Cela fait donc
17 ans que, en parallèle de vos travaux d'astrophysicien, vous défendez la biodiversité, une passion qui date d'une quarantaine d'années et qui est née, dites-vous, assis sur un banc, face à un étang, dans votre maison, en Bourgogne, dans le centre de la France. Oui, j'ai eu beaucoup l'occasion sur ce fameux banc, justement, de réfléchir à toute cette question, de m'interroger, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, quel est notre avenir, et tout ça. C'est des préoccupations. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je suis inquiet de savoir quel sera l'état de cette planète dans 50 ans. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus, sans doute. Mais eux, il y en a qui ont 3-4 ans. Ils ont toutes les chances. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète? On ne peut pas répondre à cette question parce que l'avenir est inconnu. Mais il faut faire en sorte, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle reste habitable et agréable. Parce que vous dites que même au niveau de votre petit étang, vous avez vu des changements. Ah oui, tout à fait. C'est une maison de campagne que nous avons en Bourgogne depuis une quarantaine d'années. Et effectivement, je me souviens quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'hirondelles qui tournaient le soir autour de cet étang. Maintenant, quand je vois une hirondelle, j'ai de la chance. Nous avons un arbre à papillons. C'est un arbre que les papillons adorent. Eh bien, quand nous sommes arrivés, il y avait 10 variétés de papillons qui tournaient autour par les belles journées d'été quand il faisait chaud. Maintenant, on en a un ou deux. On le voit devant nous. On voyait beaucoup de libellules, on voyait beaucoup d'éléments. On a vu sous nos yeux et tout le monde, je pense, a pu constater, s'il a un certain âge, que c'est à l'échelle de notre vie que les transformations se font et que les transformations se font généralement, pas toujours, mais généralement dans un mauvais sens, plutôt une détérioration qu'une amélioration. Alors dans votre documentaire, il y a plusieurs spécialistes qui démontrent à quel point les liens entre les êtres vivants sont intimes. Je vous propose d'en avoir un aperçu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, qui s'appelle le botaniste Francis Allais. Il nous parle du langage des arbres. Très bien. Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. Et donc, voilà, c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. On s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud. Mais maintenant, on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud. C'est pareil chez nous. Alors, ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines, ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres. Le botaniste Francis Allais dans C'est pas du vent sur RFI. Hubert Reeves, donc les arbres communiquent entre eux par l'air et sous terre. Oui, ça c'est une chose dont on prend conscience, c'est qu'on a toujours considéré dans le passé que les humains, c'était ce qu'il y avait de mieux, et que les animaux, on doit les asservir, les mettre à notre service. On s'aperçoit aujourd'hui que cette attitude dominatrice de l'humanité est une attitude qui amène à la catastrophe. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui comment nous sommes en train, avec nos œuvres, nos activités, de détériorer tout ce bénéfice que la vie nous apporte. Par exemple, les vers de terre, les abeilles, c'est des choses, on se rend compte que ça nous est essentiel. Si on élimine les vers de terre, on stérilise les sols. Si on stérilise les sols, on n'a plus de nourriture. Donc nous sommes dépendants de toute une partie de la nature qu'on a détériorée allègrement pour le profit à court terme, justement. Et cette prise de conscience se manifeste, ce texte de Francis Allais, je pense, est tout à fait dans l'esprit de la période, se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres et les meilleurs de la Terre. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres, une espèce qui a besoin de s'intégrer dans un écosystème, que si elle détruit son écosystème, elle disparaîtra elle-même. C'est ça la leçon qui amène tous ces nouvelles connaissances scientifiques, de ces merveilles que sont par exemple les arbres qui communiquent entre eux, les oiseaux migrateurs qui retrouvent leur grange, les hirondelles qui retrouvent leur grange après un voyage de 10 000 kilomètres. C'est des choses qui nous dépassent. On s'aperçoit que nous sommes une espèce très intelligente et c'est précisément un de nos problèmes.
Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. En 2019, Francis a pris une bonne résolution. J'essaie au moins un repas par semaine, de prendre un repas exclusivement végétarien. J'essaie de prendre plus conscience sur mes actes au quotidien en faveur de la planète. Donc ça passe par manger moins de viande, qui est une source de pollution que tout le monde connaît. Le pari est ambitieux pour cet étudiant de Créteil qui assure être un grand carnivore. Mais dans ce restaurant universitaire, le menu végétarien ressemble souvent à de la viande. Par exemple, hier, il y avait la sauce bolognaise avec du soja. Visuellement, si on m'avait pas dit que c'était du soja, j'aurais vu une bolognaise classique. Et puis même à manger et à goûter, ça passait très bien. Comme Francis, ils sont de plus en plus nombreux à manger végétarien pour toutes sortes de raisons. Dans des établissements comme ça, j'aime pas manger la viande parce que je sais pas d'où ça vient, donc je mange végétarien. Je suis pas végétarien, je mange aussi de la viande, mais voilà, je sais que c'est aussi des choses qui sont dites saines. Je mange pas la viande qui est à la cantine pour des raisons religieuses en fait, donc forcément je me rabats sur le poisson ou le menu veggie. Les 72 steaks de soja servis ce jour-là ont ainsi été mangés par des étudiants plutôt non végétariens. Pour les convaincre, le chef Thierry Onesta doit être inventif. On ne fait pas que des steaks, on a des boulettes aussi, des boulettes végétales à base de protéines, voilà, de soja, de blé. Et ça, pour que ça puisse passer, je mets souvent une sauce avec en fait. Cette tendance à manger moins de viande, les industriels l'ont aussi remarqué avec une consommation de viande qui a chuté de 12% en 10 ans d'après le Crédoc.
Exercice 1. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour madame. Vous êtes le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité que vous avez dirigée dès 2001. Cela fait donc 17 ans que, en parallèle de vos travaux d'astrophysicien, vous défendez la biodiversité, une passion qui date d'une quarantaine d'années et qui est née, dites-vous, assis sur un banc, face à un étang, dans votre maison, en Bourgogne, dans le centre de la France. Oui, j'ai eu beaucoup l'occasion sur ce fameux banc, justement, de réfléchir à toute cette question, de m'interroger, qu'est-ce qui se passe, où allons-nous, quel est notre avenir, et tout ça. C'est des préoccupations. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je suis inquiet de savoir quel sera l'état de cette planète dans 50 ans. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus, sans doute. Mais eux, il y en a qui ont 3-4 ans. Ils ont toutes les chances. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme planète? On ne peut pas répondre à cette question parce que l'avenir est inconnu. Mais il faut faire en sorte, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle reste habitable et agréable. Parce que vous dites que même au niveau de votre petit étang, vous avez vu des changements. Ah oui, tout à fait. C'est une maison de campagne que nous avons en Bourgogne depuis une quarantaine d'années. Et effectivement, je me souviens quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'hirondelles qui tournaient le soir autour de cet étang. Maintenant, quand je vois une hirondelle, j'ai de la chance. Nous avons un arbre à papillons. C'est un arbre que les papillons adorent. Eh bien, quand nous sommes arrivés, il y avait 10 variétés de papillons qui tournaient autour par les belles journées d'été quand il faisait chaud. Maintenant, on en a un ou deux. On le voit devant nous. On voyait beaucoup de libellules, on voyait beaucoup d'éléments. On a vu sous nos yeux et tout le monde, je pense, a pu constater, s'il a un certain âge, que c'est à l'échelle de notre vie que les transformations se font et que les transformations se font généralement, pas toujours, mais généralement dans un mauvais sens, plutôt une détérioration qu'une amélioration. Alors dans votre documentaire, il y a plusieurs spécialistes qui démontrent à quel point les liens entre les êtres vivants sont intimes. Je vous propose d'en avoir un aperçu avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois, qui s'appelle le botaniste Francis Allais. Il nous parle du langage des arbres. Très bien. Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. Et donc, voilà, c'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. On s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud. Mais maintenant, on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud. C'est pareil chez nous. Alors, ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines, ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres. Le botaniste Francis Allais dans C'est pas du vent sur RFI. Hubert Reeves, donc les arbres communiquent entre eux par l'air et sous terre. Oui, ça c'est une chose dont on prend conscience, c'est qu'on a toujours considéré dans le passé que les humains, c'était ce qu'il y avait de mieux, et que les animaux, on doit les asservir, les mettre à notre service. On s'aperçoit aujourd'hui que cette attitude dominatrice de l'humanité est une attitude qui amène à la catastrophe. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui comment nous sommes en train, avec nos œuvres, nos activités, de détériorer tout ce bénéfice que la vie nous apporte. Par exemple, les vers de terre, les abeilles, c'est des choses, on se rend compte que ça nous est essentiel. Si on élimine les vers de terre, on stérilise les sols. Si on stérilise les sols, on n'a plus de nourriture. Donc nous sommes dépendants de toute une partie de la nature qu'on a détériorée allègrement pour le profit à court terme, justement. Et cette prise de conscience se manifeste, ce texte de Francis Allais, je pense, est tout à fait dans l'esprit de la période, se rendre compte que nous ne sommes pas les maîtres et les meilleurs de la Terre. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres, une espèce qui a besoin de s'intégrer dans un écosystème, que si elle détruit son écosystème, elle disparaîtra elle-même. C'est ça la leçon qui amène tous ces nouvelles connaissances scientifiques, de ces merveilles que sont par exemple les arbres qui communiquent entre eux, les oiseaux migrateurs qui retrouvent leur grange, les hirondelles qui retrouvent leur grange après un voyage de 10 000 kilomètres. C'est des choses qui nous dépassent. On s'aperçoit
s'aperçoit que nous sommes une espèce très intelligente et c'est précisément un de nos problèmes. Exercice 2. En 2019, Francis a pris une bonne résolution. J'essaie au moins un repas par semaine de prendre un repas exclusivement végétarien. J'essaie de prendre plus conscience sur mes actes au quotidien en faveur de la planète. Donc ça passe par manger moins de viande, qui est une source de pollution que tout le monde connaît. Le pari est ambitieux pour cet étudiant de Créteil qui assure être un grand carnivore. Mais dans ce restaurant universitaire, le menu végétarien ressemble souvent à de la viande. Par exemple, hier, il y avait la sauce bolognaise avec du soja. Visuellement, si on m'avait pas dit que c'était du soja, j'aurais vu une bolognaise classique. Et puis même à manger et à goûter, ça passait très bien. Comme Francis, ils sont de plus en plus nombreux à manger végétarien pour toutes sortes de raisons. Dans des établissements comme ça, j'aime pas manger la viande parce que je sais pas d'où ça vient, donc je mange végétarien. Je suis pas végétarien, je mange aussi de la viande, mais voilà, je sais que c'est aussi des choses qui sont dites saines. Je mange pas la viande qui est à la cantine pour des raisons religieuses en fait, donc forcément je me rabats sur le poisson ou le menu veggie. Les 72 steaks de soja servis ce jour-là ont ainsi été mangés par des étudiants plutôt non végétariens. Pour les convaincre, le chef Thierry Onesta doit être inventif. On ne fait pas que des steaks, on a des boulettes aussi, des boulettes végétales à base de protéines, voilà, de soja, de blé. Et ça, pour que ça puisse passer, je mets souvent une sauce avec en fait. Cette tendance à manger moins de viande, les industriels l'ont aussi remarqué avec une consommation de viande qui a chuté de 12% en 10 ans d'après le Crédoc. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.